Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être présente aujourd'hui pour regarder avec nous ce talk sur les images générateurs qui vont essayer de devenir des artistes. Donc, moi, c'est Juliana Korolic, je suis Solutions Architect côté Data ML chez Sphere. Et avec moi aujourd'hui, Florent Legras. Donc enchanté, donc Florent Legras, moi je suis Head of Data chez Sphere, je m'occupe de toute l'activité data et architecte souvent avec Juliana sur nos projets. OK, donc comme vous avez vu, on va parler aujourd'hui des textes d'image models. En réalité, en ce moment-là, ces modèles sont utilisés souvent pour du fun. Parce qu'on est développeur, on aime bien faire des choses pour deux raisons. Parce que tout d'abord, c'est cool et parfois parce qu'on est feignant, on veut réduire la quantité de travail. Et aussi, sur ce sujet, chez Sphere, on adore notre mascotte Axolotl. Donc, on essaye de l'insérer sur toutes les présentations. Sauf qu'avec Florent, on n'est pas vraiment des artistes. Donc, imaginez si on devait créer du visuel pour cette présentation. Donc, je vous présente deux images d'Axolotl. À gauche, on a une jolie image faite par Juliana, seulement de 30 ans et demi, par une petite fille. Et après, un autre Axolotl, fait par un petit garçon de 36 ans. Comme on voit, ce n'est pas vraiment super pratique. Et on va essayer de faire mieux avec les modèles text-to-image. Le petit plan de notre présentation, déjà, on va commencer par la théorie. Essayez de ne pas endormir. On va essayer de vous expliquer les termes les plus incompréhensibles, tous les jurons comme clip, glide, diffusion model et qu'est-ce que ça signifie. Après, on va partir sur la partie plus intéressante. On va faire quelques démos et on va vous montrer comment, même sans connaître le code, vous pouvez les faire vous-même, générer des images. Et bien évidemment, quand on parle de machine learning et de l'intelligence artificielle, il faudrait aborder une petite partie, c'est quel impact ça a sur notre monde. Donc, on y va, Florent? Allons-y. Donc on va commencer la partie théorie. Et donc on est un petit peu désolé parce que ça va être un peu la partie un peu lourde. Mais c'est important de comprendre parce que derrière, après on va vous présenter les modèles et surtout quand on va vous présenter un petit peu l'impact sur le monde, c'est important de connaître ça avant pour comprendre un petit peu comment c'est fait. Les premiers modèles qu'on va parler, ça va être du GAN pour Generative Adversarial Network. Donc c'est un nom un peu barbare. C'est un modèle qui a été créé il y a quelques années et qui repose sur une idée où on s'est dit qu'on allait créer une dualité entre deux modèles de machine learning. Un générateur, un discriminateur. L'idée du générateur, c'est qu'on lui donne quelque chose en entrée, un bruit blanc, quelque chose, un vecteur normal, peu importe ce qu'on lui donne. Et lui, il va nous générer quelque chose. En l'occurrence, comme on parle d'images aujourd'hui, il va nous générer des images. Et l'intérêt du discriminateur, c'est de lui, il prend l'image et il va savoir, quand on lui donne des images vraies, il doit savoir que l'image est vraie, donc il doit dire « Ok, ça c'est une vraie image ». Et quand l'image est générée, il doit nous dire « Non, ça c'est une image générée ». Donc ça, c'est toute la dualité qu'on va avoir à travers un GAN, c'est justement d'arriver à gérer cette dualité entre les deux, de se dire « Mon générateur doit être assez bon pour performer et arriver à générer des images qui arrivent à triquer donc, mon discriminateur. Et mon discriminateur, à l'inverse, doit être assez bon pour se dire « Ah, là, il y a quelque chose de bizarre, je pense que c'est une image générée. » Donc, pour expliquer très très vite le principe, on peut prendre ça un peu sur un exemple d'image 2D, de point 2D. C'est assez intéressant. En fait, vous voyez qu'il y a... Imaginons qu'on ait une distribution qui va être la distribution rouge et qu'on veut simuler cette distribution, par exemple. On veut faire de la data augmentation, donc en gros, on veut augmenter mon nombre de données pour pouvoir faire peu importe ce que j'ai envie de faire, mais je veux pouvoir générer ça. Je vais avoir un modèle qui, au départ, va générer mes données et un discriminateur qui va être la ligne que vous voyez là, qui définit, moi, j'arrive à classifier que ces points qui sont à droite, qui vont être plutôt des points qui sont générés, et à gauche, qui sont des vrais points. Et petit à petit, l'idée, c'est que tous les deux vont s'entraîner. Donc, en fait, on va avoir quelque chose qui, au long du temps, au bout d'un moment, va arriver à quelque chose comme ça, où, dans l'idéal, notre générateur est capable d'inférer sur la distribution et du coup d'arriver à distribuer des points qui ressemblent à la vérité. Et le discriminateur, du coup, n'arrive plus à discriminer quels sont les vrais et les faux des points. Donc ça, c'est
ce qu'on fait côté GAN. Et en fait, il y a un terme qui s'appelle donc le min-max game. Donc en gros, qui va être, encore une fois, de se dire comment est-ce que je suis capable de faire que mon discriminateur, le long du temps, continue à arriver à s'entraîner et à dire de plus en plus, à être de plus en plus précis pour dire que cette image est fausse. Et à l'inverse, comment est-ce que j'arrive à faire que mon générateur, dans le temps, arrive à apprendre ce qui va permettre de triquer le discriminateur. Et donc ça, c'est l'idée derrière le GAN. Mais là, je vous parle un petit peu d'image, mais je ne vous ai pas encore parlé de texte. Et pour parler de texte, justement, Juliana va prendre le relais sur un autre modèle. On va parler maintenant d'un deuxième gros mot d'aujourd'hui, ce sera le CLIP, ce qui signifie Contrastive Language Image Pre-Training. Du coup, qu'est-ce qui est l'objectif déjà de CLIP? Très souvent, quand on parle de classificateurs, on les associe avec les labels. Est-ce que ça, c'est un axolotl? Peut-être, oui. Est-ce que ça, c'est un axolotl? On va espérer que le modèle va dire que non. Est-ce que c'est un chien? Oui. Mais par contre, déjà, le truc qui est plus intéressant, c'est d'essayer d'identifier avec une phrase. Par exemple, une photo d'un axolotl ou une photo d'un chien dans quelque chose. Pour ça, CLIP déjà a été entraîné sur 400 millions d'images, des paires d'images et le texte qui ont été scrapés sur Internet. Les premiers modèles ont été entraînés seulement sur 1,2. Donc déjà, un avantage, il n'y a pas des dizaines de milliers de personnes qui sont en train de libeller pendant des mois axolotl, 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 pan-axolotl, axolotl, axolotl. Pas super intéressant. Mais du coup, c'est quoi un clip? À l'entrée, on donne des paires, des images et des descriptions d'images. Les images, on encode avec un image encoder, c'est souvent image transformer. Les textes, on encode aussi avec le texte. Et après, on génère les vecteurs qui représentent chaque image et chaque texte. Et on construit des paires pour calculer la similarité entre les deux. Et après, d'où vient le contraste? On essaie de maximiser les éléments sur la diagonale parce que ça correspond aux vraies paires d'images. On dit qu'il est très peu probable qu'il y ait une autre description qui décrit parfaitement notre image. Et on essaie de minimiser tout ce qu'il y a en dehors de diagonale. Et après, pour l'utiliser, on ajoute un petit peu de heuristique. On peut prendre les labels classiques. On ajoute par exemple une photo une image de ce que vous voulez. On encode avec les mêmes textes encodeurs et image encodeurs. On construit pour une image la comparaison de similarité avec toutes les descriptions et on peut choisir la meilleure. Pourquoi cela est important? Parce que très souvent, quand on essaie de classifier déjà, on travaille avec les images comme ça. Est-ce que ça, c'est un chiot? Peut-être. Mais par contre, si on avance, est-ce que ça, c'est un chiot? Très souvent, la performance des modèles sur ces éléments va redescendre parce qu'on n'a pas de notion vraiment des images comme quelque chose de dessiné. Encore pire, mais imaginez si on a des images comme ça. Donc, il n'y a pas de couleur, il n'y a pas de texture. Et c'est très difficile, du coup, de l'identifier. Avec CLIP, on peut apprendre cette notion de dessin, de croquis ou de photo et donc d'identifier plusieurs types d'images et ce qui va nous permettre après d'entraîner les meilleurs modèles text-to-image. Tu passes sur le prochain terme incompréhensible. Alors, donc je vous ai présenté un petit peu les GAN juste avant, donc très rapidement pour vous donner un peu l'intuition. Et en fait, pourquoi on vous présente ça? C'est que en fait, c'est intéressant d'avoir la suite. Donc GAN est sorti, et ensuite, on a de plus en plus eu des modèles qui sont avancés, et notamment un qui est très intéressant, qui va être le VQGAN, que je vais vous présenter, et qui, avec Clip, fait que ça a été vraiment, pour le coup, les premiers générateurs d'images text-to-image qui marchaient très très bien. Et donc, qu'est-ce qu'un VQGAN? Avant d'aller dans VQGAN en tant que tel, je suis désolé, je vais devoir faire encore un petit peu d'historique. On va commencer par, très simplement, qu'est-ce qu'un auto-encodeur?
Auto-encodeur, très simple, c'est j'ai une image, je vais avoir deux modèles, d'accord, un image encodeur, un image décodeur, et l'idée c'est que on va réduire cette image dans ce qu'on appelle un espace latent au milieu, pour ensuite la recoder ici. Donc en gros, on va faire une espèce de compression de l'image pour la ressortir derrière. Donc ça, c'est très bien, c'est un des algos qui existent depuis très longtemps. Mais on a un problème, c'est que notre espace ici, il est très sparse. C'est-à-dire qu'en fait, on a réduit notre image à quelque chose dans un espace à n dimensions, mais on a des points un peu partout. Et du coup, c'est très difficile de se dire, je vais prendre un point au hasard et je vais générer quelque chose qui a du sens. Pour faire ça, on a un petit peu tweaké le modèle et on a commencé par ce qu'on appelle le Variational Autoencoder, qui est à peu près la même chose, sauf que au lieu de prévoir explicitement un point, on va prévoir une distribution. Donc ça a pour effet de se dire que plutôt qu'être dans un espace très sparse, avec des points un peu partout, on va réussir à réduire un peu cet espace et le densifier. Donc on va avoir la possibilité du coup de prendre un point dans cet espace et de générer quelque chose qui commence à avoir du sens. Donc ça, c'est la première version. Et en fait, quand on parle d'un peu de text-to-image et quand on parle de générer quelque chose, quand Yuliane a montré tout à l'heure, une image, par exemple cette image-là qu'on peut prendre, qu'est-ce qu'on dit? On dit c'est une photo d'un axolote sous la mer, il est jaune, excusez-moi, je suis daltonien un peu, donc il est blanc. Et on se rend compte que naturellement, en fait, pour décrire cette image, on utilise un langage discret. C'est-à-dire qu'on va définir quelque chose. On dit c'est un axolote sous la mer, etc. Et ça a donné quelque chose qui, du coup, est le vécu auto-encodeur. Donc en fait, plutôt que se dire qu'on va simuler une distribution normale, on va en plus essayer d'apprendre la distribution lors de nos données, et on va discrétiser ça. Donc en gros, plutôt que se dire qu'on va être dans un espace réel, on va plutôt être dans un espace discret avec vraiment des vecteurs. Et c'est ces vecteurs-là qu'on va essayer d'apprendre. Donc on va essayer vraiment d'apprendre ce qu'on appelle le embedding space, qui va vraiment être la manière de représenter une image. Donc en fait, on va avoir une image et on va avoir des vecteurs qui vont nous permettre de représenter ces parties d'image en disant, bah là c'est ça, là c'est ça. Et si j'avance, donc ça c'est pour créer donc la partie vécu autoencodeur. Et ce qu'on a voulu faire, c'est de se dire, enfin quand je dis on, c'est pas moi, c'est les chercheurs, c'est de se dire, on va utiliser cette stratégie, mais en plus de ça, on va utiliser ce que je vous disais tout à l'heure, le GAN, pour plusieurs choses. Donc en fait, on va utiliser cette partie justement discrétisation, cette partie qui va nous permettre de dire, à un moment donné, on est capable de générer une image. Mais moi, ce que je veux, c'est avoir une image qui est le plus proche du réel possible. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais générer des petites parties de l'image. Donc en gros, je vais garder mon principe ici. Je vais avoir mon embedding space, je vais décoder mon image. Donc là, j'ai mis la même, mais ça pourrait être une image totalement différente. Et en gros, au discriminateur, je vais lui donner des petites parties de l'image et je vais lui dire, est-ce que tu penses que ça, c'est vrai ou faux? Donc ça va nous permettre en gros, de créer des petites parties qui sont entre elles totalement véridiques par rapport à ce qu'on pourrait voir. C'est-à-dire qu'en gros, on va avoir une petite partie qui va être peut-être juste l'œil de l'axolote, et le discriminateur va dire « ouais, ça, c'est une vraie image ». Et donc, on commence à avoir quelque chose qui est capable d'avoir vraiment des petites parties qui sont, elles, totalement, de plus en plus accurate par rapport à ce qu'on cherche. Et en plus, et avec ça, je suis désolé parce que je vous tabasse un peu de termes techniques, on va rajouter quelque chose. Donc là, en gros, ça, c'est mon vécu GAN. Donc c'est celui qui va me permettre de créer cet espace latent, d'accord, cet embedding space ici. Et derrière, je vais avoir ce qu'on appelle un transformer qui, lui, va prendre l'avantage du transformer. C'est un autre modèle qui, lui, va avoir la capacité de se dire j'ai un début d'image là, et ben, je vais pouvoir la reconstruire. C'est un des modèles qui sont utilisés beaucoup dans le langage naturel. Par exemple, vous commencez une phrase, vous dites « la maison est belle », etc. Donc en fait, à chaque terme, on va rajouter quelque chose qui est cohérent par rapport au terme d'avant. Et ben, on va prendre exactement la même chose côté VQGAN, c'est-à-dire qu'on a créé cet espace latent, on a créé ces petits, pour schématiser ces petits vecteurs qui, quand ils sont refaits, sont des petites parties d'image qui sont cohérentes.
Mais du coup, ces petites parties d'image sont cohérentes en elles-mêmes. Et si on veut avoir une image cohérente dans l'ensemble, on va commencer à créer un transformer qui va nous dire je suis parti de cette petite partie d'image, et je suis capable du coup de reconstruire petit à petit une image autour de ça. Et c'est ce qu'on a derrière les VQGAN. Et donc là, on a un modèle qui, quand on lui donne un petit départ, est capable de nous générer une image. Donc ça, c'est très bien, mais vous allez me dire, Florent, en fait, on n'a toujours pas parlé de text to image. C'est-à-dire que là, je lui donne un petit truc et il va me générer une image, mais comment est-ce que je fais le texte? Ça tombe bien parce que Juliana vient vous présenter Clip. Clip qui est un modèle qui est capable de justement de savoir, à partir de texte, comment est-ce qu'on va avoir une image associée à ça. Et en fait, on va associer ces deux modèles et on va avoir quelque chose comme ça. On va avoir un entraînement où notre VQGAN, on va lui dire je veux une image d'axolot. Le Clip va dire là, ce que tu m'as généré, pour moi, c'est vraiment pas une image d'axolot. Et on va reprendre un peu le même principe qu'on a côté GAN, c'est-à-dire d'avoir deux modèles qui s'affrontent. Et en fait, on va plutôt aider le modèle VQGAN à s'entraîner pour que le Clip, lui, va être le juge de paix en disant ça, c'est un axolot, ça, c'est pas un axolot, ça, c'est un axolot, ça, c'est pas un axolot. Et petit à petit, le modèle en tant que tel va commencer à s'apprendre et à apprendre justement ce qui est très important, c'est cet espace latent. On y reviendra tout à l'heure. Et donc ça, c'est pour la partie VQGAN. Et c'est un des modèles qu'on a. Et justement, Juliana va vous en présenter encore un autre, parce qu'il faut savoir que là, petit à petit, on avance dans l'histoire. Le dernier type. Et promis. On en a un autre qui aujourd'hui est sorti et qui est intéressant aussi autour de ça. Le modèle le plus connu, c'est probablement les diffusion models. Ça ressemble un petit peu au GAN parce qu'on travaille encore une fois avec le bruit, mais ici, la logique est un peu différente. On prend une image et on introduit du bruit. Une fois, deux fois, trois fois. Théoriquement, si on fait ça à l'infini, on va avoir le bruit parfait. Mais les infinités, les mathématiciens peuvent travailler avec, mais c'est un peu long et comme je vous ai dit, les informaticiens sont un peu feignants. Donc on dit 100 pas, 150 pas et c'est bon, ça ressemble au bruit. Mais ce n'est pas quelque chose de très intéressant à le faire. Donc comment est-ce qu'on reconstruit après, à partir de ce bruit, une image qui est intéressante? Et bien là, il faudra encore une fois ajouter un modèle. Donc, à chaque pas, on va prendre une image. Ça va s'améliorer avec le temps. Et on va utiliser un modèle qui s'appelle UNet. Pourquoi ça s'appelle UNet? C'est un petit devoir à la maison, je vous laisse deviner. Donc, on a les étapes de convolution. Après, avec le max pooling. Et après, tout d'abord, on a fait le downsampling. Et après, on fait upsampling. Donc, on réduit la quantité d'informations et à un moment, on essaye d'ajouter un peu plus d'informations. Sauf que c'est un peu faux, ce que je suis en train de vous montrer. Ça ne génère pas vraiment d'image à gauche, l'image à droite. Ce que ça essaye de prédire, c'est la totalité du bruit à retirer de l'image pour générer ce qu'on lui demande. Sauf qu'encore une fois, c'est un peu faux, même si c'est prédit la totalité du bruit, à chaque fois, on retire quand même juste un petit peu de bruit. Donc, imaginez ce modèle, diffusion model, c'est que je dois faire ce chemin-là pour vous produire une image demandée. Sauf que je fais 1, 2, 3, quelques pas, j'avance dans la bonne direction. Et après, je décide de m'arrêter et de regarder seulement à côté et de réévaluer la situation. Et peut-être choisir une meilleure direction. Et encore une fois, je ne vous ai pas parlé de texte. Texte est ingéré ici dans UNet à deux endroits injectés. Déjà, on l'encode et on le concatène avec l'image. Et en plus, on l'injecte avec la technique cross-attention à chaque étape de notre UNet. Mais diffusion model, c'est bien, mais en réalité, il y a deux classes de diffusion model. La première classe, c'est GLIDE, qui est Guided Language to Image Diffusion for Generation and Editing. Ils ont voulu vraiment garder ce E, même s'ils ont jeté le G à part. Donc, ici, on utilise encore une fois notre clip
on génère une image avec le modèle diffusion, sauf qu'avec Clip, on essaie d'indiquer un peu plus la direction après pour améliorer notre modèle. Mais encore une fois, Glide se divise en deux types. Là, c'est le premier type qui est guidé par le clip. Et il y a un autre type qui s'appelle Guidance Free Classifier. Et ici, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe. On génère à chaque fois deux images. À une image, on propose, on donne le texte, on dit qu'est-ce qu'on veut de ce modèle. Et pour la deuxième image, on dit bah, tu te débrouilles. Et après, on regarde la différence de ces deux images et on essaye d'avancer un peu plus dans la direction de l'image avec le texte parce que théoriquement, ça génère quelque chose de meilleure qualité. Mais ici, encore une fois, le modèle est beaucoup plus sûr de lui. Et tu es prêt. Et on cherche les différences, mais on avance vraiment un peu plus dans la direction que cette image, la différence nous a indiqué. Il y a un tout petit problème avec ces deux types de modèles que peut-être la deuxième classe va résoudre, c'est on travaille dans l'espace des pixels. Ça signifie qu'on a beaucoup de paramètres. Imaginez même une image de 256 par 256. En plus, si on veut en couleur multiplier par 3, ça explose assez vite. Du coup, Florent, peut-être on a une petite solution à ce problème. On va essayer en tout cas. Donc, je suis désolé, je vous remets mes encodeurs, décodeurs, je suis encore une fois, mais l'idée, là, promis, je vous en mets pas 50, juste un. Vous allez vous dire, c'est bizarre, il nous a parlé de GAN, il nous a parlé de VQGAN, il nous parle de tout ça, puis là, ils nous ont totalement changé, ils sont partis sur des diffusion modèles. Pourquoi? En fait, c'est intéressant de connaître la suite parce que du coup, ce qui se passe, c'est que le modèle de diffusion que vous a présenté Juliana, il ne peut pas générer des images haute résolution. Et quand vous voulez commencer à faire des belles images, c'est quand même dommage. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est on va prendre le diffusion model, mais plutôt que faire la diffusion sur l'image en tant que telle, est-ce qu'on ne peut pas faire la diffusion sur quelque chose qui est un peu la donnée compressée? Quand on parle de données compressées, tout à l'heure, je vous disais, dans cet espace latent, donc dans l'espace dans lequel on arrive à encoder une image, on a réussi à compresser l'information de notre image dans cet espace-là. Du coup, on s'est dit, bah, on va fusionner les deux. On va prendre cette espèce d'espace latent qui est généré à travers mon vecteur, d'accord, ma matrice, et c'est là-dessus que je vais appliquer ma diffusion. Donc c'est là-dessus que je vais appliquer donc, mon algorithme qui va me créer du bruit et qu'après je vais devoir débruiter. Et du coup, ça permet de faire des images qui sont de très bonne résolution, en fait. D'accord ? Parce qu'en fait, on a réduit énormément la complexité du problème. On travaille sur cet espace qui est beaucoup plus réduit. Et derrière, on est capable du coup d'avoir des choses qui sont sur des images plutôt haute résolution. Et c'est ce qu'on va voir après avec les modèles. OK, j'espère qu'on n'a pas encore perdu tout le monde. Les cours de maths, c'est fini. Vous pouvez réveiller votre voisin. On va passer sur quelques petits démos. Du coup, là, vous devez connaître les plus gros solutions sur le marché. Si vous ne connaissez pas du tout de code, c'est DALL-E 2 et Midjourney. Donc, on va essayer de comparer leurs performances. On commence par DALL-E 2. Je vais lancer un prompt et on va regarder les autres. Bah, voilà, un image of an axolotl. On va regarder déjà est-ce que ça s'améliore par rapport à nos petits dessins de début. Le truc intéressant, pourquoi on aime bien tous DALL-E, parce que déjà, ça utilise le clip, le diffusion model et une autre technique qu'il appelle unclip, même si on n'a pas vraiment tout le code derrière. Donc, ça ressemble un petit peu à l'axolotl. L'axolotl, si vous ne connaissez pas, c'est un vrai animal. Vous pouvez aller chercher sur Google. Ça donne quelque chose comme ça. Après, si on veut générer peut-être les dessins plus intéressés, un oil painting. C'est classe un petit peu. Après, si on veut générer un petit peu dans le contexte, photo of an axolotl riding a unicycle. Je dirais que le modèle réussit pas mal. Déjà, ça ressemble à un axolotl et il est
au-dessus de ce unicycle. Après, comment on peut s'en passer sans les petits chiots si on les a déjà abordés au tout début? Encore une fois, on voit que pas toutes les images sont parfaites, mais quand même, ça produit quelque chose de la qualité et ça ressemble aux vraies photos. Encore une fois, ici, on peut s'approcher des problèmes que ces modèles peuvent générer. Imaginons, on a probablement tous nos profils LinkedIn et on sait qu'il y a un problème de bot. Avec ces images, on peut vraiment, je mets un professional headshot of a recruiter et on peut très facilement générer de faux profils. Encore une fois, certaines images sont meilleures. Je l'ai lancé 2 fois et je dirais qu'avec certaines de ces photos, on peut facilement se tromper et c'est plus si facile à identifier si c'est une vraie image ou pas. Du coup, on compare à Midjourney? Allons-y. Hop, donc Midjourney accessible que par Discord. Donc, un petit peu, hop, et du coup, j'ai fait un peu la même chose que Juliana. Hein. Donc, on a pris une image d'Axolot, c'est ce que vous avez là. Après, on a fait une oil painting qui est un peu moins pertinente peut-être que ce que tu avais. Par contre, c'est plus détaillé. L'Axolot qui roule sur un unicycle, moi je les trouve plus beaux de mon côté, mais bon, ça c'est une question de point de vue. Bon, on en a qui ressemblent à des souris un petit peu, donc après c'est sûr qu'il faut regarder. Les petites photos de chiens, pareil comme toi, avec un joli ruban rouge. Et les headshot recruiters, effectivement, ils passeraient bien sur un profil LinkedIn. J'en ai au moins 5 qui m'appellent par jour comme ça. OK, la performance est intéressante, mais est-ce que Midjourney peut éditer des images? Vas-y. On va essayer. J'ai déjà pré-généré pour qu'on n'attende pas une éternité. J'ai testé plein de trucs. Imaginez, encore une fois, nos jolis axolotes, on les pris en photo à 10 heures de matin, mais ils sont avec le verre du vent. Avec DALL-E, on peut appliquer le masque sur le verre du vent, parce qu'on ne va pas vraiment montrer au chef qu'est-ce que font nos axolotes à 10 heures du matin. Et on peut ajouter une description « a glass of orange juice ». Et ce qu'on obtient, par exemple, cette photo-là ou une autre à côté, là, c'est un peu bizarre, mais donc je vais rester sur celle-là. Je dirais, voilà, nos axolotes sont assez sages, ils ne sont plus en train de picoler. Donc, faites attention. Mais après, ces 2 solutions sont des solutions souvent payantes avec le nombre d'essais réduit. Midjourney, il y a 1 semaine et demie, a failli casser notre présentation en rendant la solution complètement payante pour tout le monde. Donc, si vous voulez utiliser quelque chose où vous avez plus la main, déjà, mais vous ne voulez pas encore coder, vous pouvez commencer par les espaces, par exemple, sur Hugging Face. Il y a déjà des modèles disponibles qui sont open sourcés sur ces espaces. Le premier que je vais vous montrer, c'est Glide. Avec Glide, je peux ici saisir un prompt, mais si on va attendre la fin, il faudra attendre pas mal de temps. Donc, je générais déjà les images et je vais vous montrer. Avec Glide, c'est assez intéressant parce qu'ils n'ont pas open sourcé le modèle initial. Donc, à gauche, on va voir les images que j'ai récupérées sur leurs articles et à droite, ce que j'ai généré avec cette version open source. Donc, déjà, on voit que c'est pas vraiment, même si j'ai réduit le prompt, c'est pas vraiment la même qualité, c'est pas vraiment au même endroit le nœud. Donc, ici, ils ont expliqué ça pour une raison de sécurité. Et ils ont peur en réalité de deepfake. On a vu tout à l'heure, on peut quand même le faire. Donc, quelques autres images, encore une fois. Vous pouvez remarquer 2500 secondes pour générer.
Après, ça dépend aussi de la disponibilité de ces ressources. Vu qu'on ne les gère pas, parfois, ça peut générer assez vite. Parfois, ça va prendre 2500 secondes. Ce n'est pas super intéressant de rester ici bloqué et d'attendre la génération. Mais même si on ne parle pas des images qui peuvent produire les deepfakes, si on parle de deux cubes, un cube rouge sur un cube bleu, encore une fois, le modèle open source ne produit pas vraiment les mêmes résultats. On voit qu'il y a quelque chose bleu et quelque chose rouge. Le rouge ressemble au cube, le bleu, je ne sais pas vraiment. Ici, c'est assez futuriste. Je ne vois pas de bleu, mais le concept est intéressant. Ah, le dragon. J'ai réduit un petit peu encore le prompt. Je n'allais pas demander high quality parce que j'ai déjà vu les versions précédentes. Mais le dragon, même si ce n'est pas la même chose, franchement, moi, je valide. Surtout celui-ci. OK. Donc, mais encore une fois, une autre solution. Si vous allez avoir un peu plus la main sur les ressources, parce que 2500 secondes pour attendre la génération d'images, pas exceptionnel, on a produit un petit notebook. Il vous faudra quand même un spoil alert de GPU pour accélérer. Vous pouvez le faire très facilement, encore une fois, en récupérant déjà les images pré-entraînées sur Hugging Face. On a choisi vraiment la solution accessible pour tout le monde, même les gens qui commencent à coder, parce qu'il faudra seulement quelques lignes de code pour le mettre en place. Donc, quand on déclare le pipeline, on précise l'image qu'on veut télécharger. Ici, c'est encore une autre image de Latent Diffusion Model. On le télécharge et on le précise qu'on ne va pas attendre une éternité, donc on va l'exécuter sur de GPU. Qu'est-ce que ça va donner? Bah, déjà, avec les axolotes, ces images ne les connaissent pas. Donc, ça, c'est un axolote. Si on demande en dessin, c'est encore une fois un axolote. Vous voyez, avec GPU, ça ne prend pas autant. Ça, c'est aussi un axolote. Moi, je ne le vois pas, mais encore une fois, artiste s'est prononcé, il a dit « je le vois comme ça ». Il y a deux paramètres qu'on peut gérer ici, c'est le nombre de steps. Plus on augmente le nombre de steps, plus ça va faire les pas pour améliorer notre image. Encore un autre paramètre, c'est le guidance scale, qui est conseillé de mettre entre 7 et 9. C'est à quel point notre image va correspondre au texte qu'on a demandé. Donc, on teste quelques autres prompts, c'est un painting of a psychedelic purple dragon, et on a quelque chose comme ça. Psychedelic, peut-être, dragon, on voit, on essaie de régénérer. Encore une fois, voilà, la performance peut-être n'est pas exceptionnelle. Si on réduit le nombre de pas, on voit que l'image commence à ressembler à rien du tout. Donc, encore une fois, on voit un peu de violet. On voit un peu ce côté psychédélique, mais le dragon, par contre, on le perd complètement. Si, au contraire, on réduit le guidance scale, donc ça va correspondre un peu moins à notre prompt, on peut voir, c'est plus détaillé, mais encore une fois, on ne voit pas de dragon. Et si on teste avec une image d'un chien, ça peut se faire de loin si je n'ai pas pris mes lunettes. Oula. OK. Une autre version qu'on peut aussi récupérer de la même manière, mais qui a la meilleure performance et qui est vraiment, c'est un chéri de tous les data scientists, c'est bien évidemment Stable Diffusion Model. En réalité, c'est Latent Diffusion Model qui a été open sourcé complètement par Stability AI. Donc, qui a la performance un peu plus intéressante, mais qui nécessite un peu plus de ressources. Donc, si on génère ici la même photo d'un chien noir, on voit que la performance est beaucoup plus intéressante. On voit même vraiment les petits poils sur le chien noir.
On réessaye pour voir quelque chose de plus intéressant, peut-être, peut-être pas. Si la m'a généré une fois une image noire en sortant une erreur not safe for work, je ne sais pas pourquoi, mais encore une fois, l'artiste s'est prononcé OK. Vous voyez les effets de la démo, on peut fixer avec un site le randomizer, mais j'ai décidé de ne pas le faire. Comme ça, j'allais être surprise comme vous. Et on avance. Ici, on peut ajouter un peu de contexte. On peut par exemple de dire une photo d'un chien noir dans une chaise verte. Il y a une chaise verte, il y a un chien un peu noir sur cette chaise. Je dirais que ça passe. Un peu une chaise flûtée, mais peut-être c'est une ombre, on ne sait pas. Encore, si quand même vous n'avez pas vraiment beaucoup de ressources sur votre machine, parce que là, on a provisionné un notebook, on fait exécuter 3 modèles, donc avec 3 GPU différentes, et vous commencez à avoir une erreur comme ça, vous pouvez réduire la précision de ces modèles. Très souvent, ces modèles sont avec le float 32, le type. Vous pouvez réduire à la moitié float 16. Et comme ça va prendre un peu moins de place et vous allez pouvoir l'exécuter sur votre machine. Bien évidemment, la performance commence à retomber, malheureusement. Donc voilà, on le télécharge, on indique qu'on veut utiliser de float 16 et qu'est-ce qu'on peut obtenir. Donc encore une fois, on fait une photo d'un chien noir sur la chaise verte. Et là, il y a une chaise, mais par contre, il y a un coussin vert. Peut-être, on essaie de refaire. Le truc intéressant ici, c'est qu'avec ce modèle de Stable Diffusion, même en réduisant le nombre de pas, on peut quand même avoir les images de assez bonne qualité. Oh, voilà, là, ça passe. Donc, ça dépend de si vous êtes chanceux ou pas. Avec, encore une fois, si on essaye avec moins de pas, on réduit de 50 à 15. On commence à avoir les images qui ne sont pas terribles. Voilà, c'est quand même, on voit un chien, on voit une chaise. On revient sur notre dragon psychodélique. Ça commence à être pas mal. Et on peut redescendre, on peut voir déjà avec l'axolotl, une photo d'axolotl. C'est plus un rat, mais c'est un poisson bleu. Ça ressemble si vous cherchez sur Google. Ah. Là, je vais garder cette image, c'est pas mal. Et si on fait un dessin d'un axolotl, il est mignon, il nous regarde, il a l'air content. Les trucs intéressants, par contre, si ici on veut générer une photo d'un axolotl sur un unicycle, bah, parfois, ce sont les choses, encore une fois, intéressantes. Il a essayé d'ajouter un axolotl en haut, pas trop en bas. Est-ce qu'on essaye encore une fois de voir? On a encore quelques minutes avant que les organisateurs vont nous sortir de cette salle. Donc, ça se voit, ça prend quand même quelques secondes avec un GPU. C'est pas la pire image que j'ai vue. Donc, ouf, c'est bon, ça passe. Ça s'appelle peut-être axolotl. Peut-être. Bah, notre modèle dit que c'est ça, un axolotl. Qu'est-ce qu'on connaît vraiment en axolotl? Du coup, Florent, qu'est-ce que ça a comme des impacts du coup, sur notre monde? Bah, hormis de faire des photos bizarres, comme celle-là, on a quand même, effectivement, on peut se poser quelques questions. Nous, on va pas établir tout l'impact que ça peut avoir dans la société, parce qu'en fait, on ne sait pas. Mais on a vu 2 axes, en tout cas, qui, pour nous, sont importants. Le premier, ça va être la notion de copyright. C'est-à-dire que, déjà, la première chose, c'est que pour entraîner ces modèles, beaucoup d'images étaient sous copyright. Donc, on a utilisé ces images sous copyright pour entraîner un modèle qui est capable de générer des nouvelles images. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais beaucoup d'artistes disent en fait, vous avez généré un truc avec mon style à moi, mais c'est mon style. Donc, vous avez utilisé mes images qui sont sous copyright pour entraîner votre modèle.
Donc ça, c'est la partie entraînement, c'est la partie données sur lesquelles on entraîne. Et c'est pour ça que j'ai mis, vous avez Adobe Firefly en haut, qui, du coup, Adobe s'est dit, bah, on va prendre le parti. Nous, on a énormément de données qui sont open source. Donc, on va entraîner notre propre modèle de génération d'images, qui va s'appeler Firefly, sur nos données. Et on sait que ça sera, du coup, libre de droit, parce qu'en fait, il n'y aura pas de données sous copyright derrière. La deuxième notion de copyright qu'on peut avoir sur ces images-là, c'est est-ce que les données générées par une IA sont soumises au copyright? Et ça, il n'y a pas longtemps, il y a eu justement une décision de justice aux États-Unis qui considérait que un prompt, le fait de décrire juste quelque chose dans un prompt pour générer une image, n'était pas spécialement considéré comme étant une valeur artistique. Donc, en d'autres termes, juste faire ce que Juliana a fait, je génère une image de Psychedelic Dragon, fait que l'image qui a été générée n'est pas sous copyright de Juliana, en disant non, c'est mon image, c'est moi qui l'ai générée. Donc, mais ça change énormément. La législation va beaucoup bouger parce qu'en fait, comment est-ce qu'on considère que juste faire un prompt, ok, on est d'accord, mais plus ça va, plus on a montré qu'avec Juliana, on pouvait modifier des parties de l'image, changer certaines choses. Donc comment est-ce que, en fonction de ce qu'on a fait, on va avoir un copyright ou pas? Ça, c'est encore des choses à voir. La deuxième chose qui va être très intéressant et potentiellement problématique, c'est le biais. Le biais, juste pour vous montrer, il y a un article qui est sorti il n'y a pas longtemps, justement, des gens de chez Hugging Face avec plusieurs universités. Et ils ont sorti un petit outil qui est celui-ci. Et imaginons que je prenne DALL-E. Vous allez vite comprendre ce que j'entends par biais. Et que je prends CEO. Il va me générer des images de CEO à travers DALL-E. Et vous voyez que ça ne respire pas la diversité. Voilà. Donc pourquoi ça, en fait? Si vous vous souvenez, au tout départ, quand je vous parlais d'espace latent, on a entraîné notre modèle sur des données un peu partout, donc Clip en l'occurrence, et on a généré cet espace à travers l'idée que se faisait Clip de ce qu'est un CEO. Du coup, forcément, quand le modèle, vous allez lui dire bah, « fais-moi une photo d'un CEO », bah, derrière, lui, il va prendre les caractéristiques que lui a vues, donc les biais qu'on a sur Internet, pour dire « ça, c'est un CEO ». Et ça entraîne pas mal de choses et pas mal de réflexions qu'il va falloir avoir. C'est que plus on va générer d'images à travers ces algorithmes-là qui ont un biais, plus on va avoir d'images qui sont biaisées sur Internet, plus quand on va vouloir entraîner les modèles sur ces images d'Internet, on va entraîner ce biais. Donc on va avoir des choses qui sont circulaires et qui peuvent être à la fin dangereuses. Là, c'est juste, ça nous fait rire. Hein. Bon, bah voilà, on a 9 images de CTO, c'est tous des hommes blancs. Ça te fait rire. Ça nous fait rire là, sur l'exemple, mais petit à petit, il va falloir quand même faire attention à ça. Et notamment, bah, l'article est très intéressant là-dessus parce qu'ils ont fait énormément de statistiques sur expliquer quel est le biais par rapport aux choses. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui va être intéressant dans le futur à suivre parce que bah, de plus en plus, vous entendez parler que bah, l'IA, le contrôle de l'IA, l'UE est en train de légiférer sur l'IA Act. Et donc, il va falloir faire attention à ça. Dans nos utilisations, il ne faut jamais perdre de vue que le modèle, malgré sa capacité à générer quelque chose qui ressemble, moi je serais totalement impossible de faire ça, pour moi, reste totalement tributaire de la manière dont il a été entraîné. Ça reste des mathématiques derrière, donc il va prendre ce qu'il connaît, il va inférer ça et vous faire quelque chose de très joli, mais qui est biaisé, parce que derrière, lui, il a été entraîné sur de la donnée biaisée, et que de toute façon, on a toujours des biais. Dernière chose, je vois qu'il nous reste 1 minute, donc juste, hop, on va finir là-dessus. Mais du coup, l'objectif de toute cette présentation, c'était de générer une image d'Axolotl. Et donc maintenant, on peut comparer à nos images et c'est à vous de dire si cet ML Image Generator est un artiste ou pas. Mais nous, on vous remercie de votre attention. Il nous reste 38-37 secondes. Donc, si vous avez des questions, je vous propose plutôt après le talk de discuter avec nous en sortie de la salle ou sinon sur le stand de Sphère. Merci. Merci.